Bonjour à tous, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à remercier Hervé Thomazeau, président du prochain congrès de l'ASO à Rennes, mais également le bureau de l'ASO et la Softcode de nous avoir permis de participer à ce e-learning. Alors malheureusement, Xavier Fléchère, qui devait être présent, ne pourra pas nous rejoindre en raison de la grève des transports. On essaiera de combler son absence. Alors, nous allons essayer de vous parler de la dysplasie avec Nicolas Verdier, mais également de vous faire un état des lieux de sa prise en charge en 2018. Excusez-moi, mais voilà. Alors, tout d'abord, en introduction, une date pour replacer les choses dans leur contexte. En 2005 a eu lieu, lors de la SO de Saint-Malo, un symposium dirigé par Franz Langlais, qui précisait justement la place de la chirurgie conservatrice de la dysplasie. Alors, sa raréfaction à l'époque était déjà identifiée, ses causes connues, essentiellement du fait d'une meilleure prise en charge et dépistage de la pathologie pédiatrique, mais également d'un plus grand nombre de prothèses totales dans la même tranche d'âge. Alors également, cette chirurgie avait pas très bonne réputation pour des suites souvent longues et compliquées, des difficultés techniques de réalisation souvent aggravées par le manque de pratique et la limitation forcément d'apprentissage. Alors malgré tout, le symposium a montré qu'il y avait de bons résultats grâce à cette chirurgie et qu'elle avait toute sa place dans le traitement de la dysplasie du sujet jeune. Alors 13 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est exactement? En définitive, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. La dysplasie reste clairement sous-diagnostiquée, et ce par l'ensemble des acteurs de la prise en charge de l'appareil locomoteur, que ce soit les rhumatologues, les radiologues, mais également les chirurgiens orthopédistes. Alors, on observe souvent bon nombre de patients qui nous sont adressés pour une prise en charge arthroscopique d'une lésion du labrum, souvent révélée par une IRM seule, à travers un kyste du labrum, et le diagnostic de la dysplasie n'est redressé que dans un second temps via les radiographies standards. Alors, le premier examen à effectuer devant une douleur de hanche du sujet jeune, cela reste bien sûr la radiographie standard avec 3 clichés fondamentaux que sont le bassin de face, le faux profil et secondairement le profil axial. Alors, sur le bassin de face, on va dans un premier temps effectuer une coxométrie standard avec une mesure de la couverture externe, de l'obliquité du toit. La latéralisation va être appréciée par l'espace TU et puis on observera également la qualité du cintre cervico-obturateur. Alors, plus récemment, on a décrit d'autres spécificités que l'on peut observer sur le bassin de face, notamment la rétroversion acétabulaire, en soulignant les lignes de la paroi postérieure et de la paroi antérieure, qui est matérialisée dans cas de rétroversion par un croisement de ces deux lignes. On essaye d'apprécier également le positionnement de la paroi postérieure par rapport au centre de la tête fémorale. Alors, d'autres signes indirects de rétroversion sont le caractère saillant de l'épine sciatique, mais également un aspect rétréci du trou obturateur. Alors, sur le faux profil, on va s'attacher à observer essentiellement la congruence de l'articulation. Un défaut de congruence va être matérialisé par un pincement segmentaire qui, dans une dysplasie antéro-supérieure, sera situé en région antéro-supérieure, associé à un élargissement de l'interligne postérieure. L'appréciation de la couverture antérieure est un peu plus controversée car elle est soumise au tilt pelvien qui n'est pas forcément bien apprécié par cette incidence. Par ailleurs, la délimitation de la condensation antérieure n'est pas toujours évidente à observer. Ensuite, on effectuera également un profil axial qui sera soit une incidence de Dunn ou de Ducroquet qui permettra dans certains cas de démasquer des conflits associés à des dysplasies. Alors d'autres index ou mesures peuvent être effectuées à partir des radiographies standards. La plupart servent à apprécier le rapport entre la couverture antérieure et postérieure, et beaucoup ont été mis en évidence par l'équipe bernoise. Alors sur un cliché standard, sur un bassin de face, on peut avec fiabilité apprécier également le tilt pelvien grâce à la mesure de la distance entre la symphyse et l'articulation sacro-coccygienne. Alors, la reproductibilité de cette mesure sera facilitée par des clichés standardisés qui peuvent être effectués en décubitus dorsal.
en cas d'anomalie ou de défaut de centrage de ce cliché, il existe des logiciels qui permettent de les corriger justement et d'apprécier à la fois l'étendue mais également l'orientation des couvertures antérieures et postérieures, ce qui peut éviter d'avoir à refaire un cliché qui serait de qualité insuffisante. Alors, quelle est la place de l'imagerie secondaire? Eh bien, en définitive, l'IRM seule n'en a qu'une place limitée, souvent parce qu'elle ne permet pas une analyse précise du cartilage ou du labrum. Elle permettra par contre d'éliminer d'éventuels diagnostics différentiels. On ne rentrera pas ici dans le débat entre l'arthro-IRM et l'arthroscanner. Pour de multiples raisons, la qualité des arthro-IRM en France est souvent insuffisante et il faut mieux utiliser l'arthroscanner qui aura une meilleure résolution spatiale et qui permettra d'apprécier plus précisément l'état du cartilage et également du labrum. Et comme sur les images que vous voyez, à l'image supérieure, une désinsertion du labrum et l'image inférieure, une vaste dégénérescence mucoïde d'un labrum hyperplasique. On pourra également, grâce notamment à l'EOS, apprécier l'impact du rachis sur l'incidence pelvienne. Alors, lors du symposium de 2005, il a été évalué 3 types de traitements au niveau de la dysplasie. La butée varisation, mais également le Chiari. On ne s'intéressera ici dans cet exposé que sur la butée. Alors, quels sont les résultats de cette intervention? Qu'est-ce que la littérature nous dit? La littérature nous dit que les résultats sont plutôt bons. Ils peuvent même être très bons dans certaines séries, de 75 à 90% de très bons résultats sur un recul supérieur à 10 ans, dans certaines conditions par contre. Alors il faut effectivement que l'arthrose soit débutante, que la dysplasie soit légère à modérée, et dans certaines séries, il a été ajouté que l'âge supérieur à 40 ans pouvait être un facteur pronostic défavorable. Idem pour des lésions labrales qui seraient trop étendues. Vous voyez ici un cas sur la diapositive de droite d'une patiente qui consulte pour des douleurs de hanche, qui a une butée 30 ans plus tôt sur la hanche contralatérale, qui a une hanche totalement oubliée. Donc c'est une chirurgie qui peut parfaitement fonctionner sur la durée. Alors, malgré tout, c'est une intervention qui reste en perte de vitesse. Elle est de moins en moins pratiquée. Alors, c'est pour de multiples raisons. Tout d'abord parce que les Bernois ont montré, d'ailleurs dans une étude scanner, qu'en définitive, les interventions de couverture d'augmentation extra-articulaire ne permettaient une couverture harmonieuse que dans certains cas, et le plus souvent elle était absente, avec des découvertures persistantes en région postéro-externe et souvent une congruence mal restituée, ce qui pouvait expliquer dans certains cas un certain nombre d'échecs. Dans le début des années 2000, Gans puis Mast ont mis en évidence qu'en définitive, la notion communément admise comme quoi la dysplasie était synonyme d'insuffisance de couverture antérolatérale n'était pas toujours vraie, et qu'il existait dans un tiers des cas des dysplasies rétroversées, c'est-à-dire avec une découverture prédominante en région postérolatérale, ce qui pouvait expliquer là encore bon nombre d'échecs lorsque la couverture cherchait justement à soulager la région antérieure de la hanche. Alors une autre des raisons qui a sans doute contribué à la désaffection de cette intervention sont l'aspect délabrant des voies d'abord classiques qui pouvaient entraîner des atrophies du tenseur du fascia lata ou des méralgies paresthésiques. Alors, aujourd'hui, il y a des approches plus modernes pour cette chirurgie. On peut faire soit un mini-abord de type Hueter. Philippe Chiron a également décrit une technique percutanée, et d'autres équipes ont évoqué la possibilité d'effectuer des interventions avec, sous contrôle endoscopique. Pardon ? Alors, dans les 2 dernières interventions, le système de fixation de la butée consiste en un vissage axial. Alors, ce type de vissage axial peut avoir comme inconvénient de ne pas faciliter l'appui de la butée sur la capsule et la tête fémorale, ce qui peut être une cause d'échec secondaire par résorption de la butée.
On voit bien que, alors que dans la technique classique de la contre-butée, cette contre-butée, elle, va exercer une force d'appui verticale sur la tête fémorale, ce qui va contribuer à la bonne transmission des forces et donc à la consolidation et au remodelage secondaire de la butée. Alors, le vissage axial ne doit pas être condamné pour autant, puisque quand il est bien réalisé, avec souvent un axe un petit peu oblique par rapport à la butée, la transmission des forces est correcte, et on voit, comme sur les diapositives en bas à gauche, une butée parfaitement consolidée à 2 ans et une butée à 10 ans sur une autre hanche où on a retiré la vis qui s'est bien remodelée et qui joue parfaitement son rôle. Alors, les limites de la butée, on peut les voir dans des cas de rupture secondaire ou de désinsertion du labrum, comme sur la diapositive en bas à droite. Dans ce cas-là, la butée n'est plus capable de s'opposer à la force de latéralisation de la tête et on observe une perte de congruence et une fracture de la partie distale de la butée dans le cas en bas et à droite. Alors, une extension intéressante des indications de la butée par rapport aux indications classiques de la dysplasie peut se voir à travers la micro-instabilité. Alors, l'instabilité de hanche classiquement décrite correspond à des instabilités qui surviennent sur des défauts structuraux comme dans la dysplasie marquée ou des anomalies tissulaires dans des hyperlaxités pathologiques telles que la maladie d'Ehlers dans l'os. La micro-instabilité, elle, par définition, survient sur des hanches qui apparaissent normales d'un point de vue radiographique et sur des patients qui ont par contre plutôt souvent une tendance hypermobile, mais sans forcément d'hyperlaxité pathologique. Alors, la première description de cette instabilité idiopathique remonte à il y a déjà 30 ans, mais c'est surtout depuis 10 ans que l'on en parle plus, et c'est sans doute grâce ou à cause de l'essor de l'arthroscopie de hanche. Alors, les patients types qui présentent ces micro-instabilités sont plutôt des femmes jeunes qui ont des douleurs volontiers antéro-postérieures de la hanche, avec parfois des phénomènes de ressaut, mais le plus souvent des douleurs mécaniques et une fatigabilité à la marche. Alors, à l'examen, il faut bien sûr éliminer une hyperlaxité pathologique, mais rechercher des signes d'hypermobilité. On va également, lors de l'examen clinique, apprécier les mobilités de la hanche et notamment la rotation externe qui peut être augmentée et le plus souvent douloureuse. Alors sur la radiographie standard, il va falloir s'attacher à traquer la dysplasie et notamment l'obliquité du toit qu'on peut parfois oublier. Et on sait que cette obliquité du toit a une incidence importante sur la stabilité, puisqu'à couverture équivalente, on aura une hanche plus instable avec un toit oblique. Et c'est souvent dans ces hanches que l'on observe d'ailleurs de larges labrums hyperplasiques. Un signe diagnostique également particulièrement fiable est la décoaptation trop facile que l'on peut observer lors des tractions sous fluoroscopie que l'on effectue souvent en début d'intervention d'arthroscopie de hanche par exemple. Alors, sur l'imagerie secondaire, on pourra également rechercher des signes indirects d'instabilité comme une hypertrophie compensatrice de l'iliocapsularis ou justement un volumineux labrum hyperplasique. Alors, l'intérêt de la meilleure connaissance de cette micro-instabilité est que, justement, elle a montré que les limites de la dysplasie limite étaient plus élastiques que le cadre chiffré classique que l'on admettait. Et on observe dans certains cas des hanches qui ont 25 degrés de couverture externe, voire même plus, qui se comportent comme des dysplasies et qui doivent être traitées comme telles. Alors, quelle est la place de l'arthroscopie dans ces traitements? Eh bien, certaines équipes proposent des interventions de stabilisation sous arthroscopie qui vont consister en une réinsertion du labrum et une capsuloplastie, le plus souvent par effet de plicature capsulaire. Alors, de bons résultats ont été publiés, mais les études sont relativement limitées et le recul de même, mais on peut observer dans certains cas de bons résultats. D'autres vont considérer que ces hanches donc, sont dysplasiques et doivent être traitées par la chirurgie conventionnelle, donc de la chirurgie osseuse. Alors c'est là qu'on
que la butée trouve toute sa place dans ces chirurgies, mais d'autres équipes vont privilégier l'ostéotomie périacétabulaire, et ce, jusqu'à des angles de couverture relativement généreux. Voilà. Donc, en définitive, tous les traitements ont leur place, et ce sont donc Nepel et Cloissy qui l'ont bien souligné, car en définitive, il y a des populations vraisemblablement différentes et des comportements différents. Ainsi, une femme jeune avec une hanche hypermobile se comportera plutôt comme une dysplasique, et vraisemblablement il faudra privilégier une chirurgie osseuse, alors qu'un homme raide qui présente une dysplasie combinée avec un effet CAM sur une dysmorphie fémorale, lui pourra relever d'un traitement plus facilement d'un traitement sous arthroscopie. Alors, je vous ai parlé de la micro-instabilité, c'est une notion un petit peu nouvelle. Vous pourrez trouver des informations complémentaires dans la très bonne mise au point effectuée par nos collègues du groupe hanche de l'ASFA et publiée dans la revue de chirurgie orthopédique. Alors, quelques cas cliniques pour illustrer cette présentation. Tout d'abord, ici, il s'agit d'une patiente jeune qui a 28 ans, qui a des douleurs mécaniques, et des douleurs, notamment des douleurs fessières, qui présente cette hanche avec une couverture normale, en couverture externe normale, à 25 degrés. Elle a plutôt une couverture qui semble excessive sur le faux profil. Elle est située aux alentours de 35 degrés, mais c'est sans doute favorisé par un tilt pelvien augmenté. Sur le cliché en haut à gauche, il s'agit d'une hanche d'un bassin de face, tirée d'un bassin de face, ce n'est pas une hanche de face, et donc on observe qu'il n'y a pas véritablement de rétroversion. Donc c'est une hanche avec une dysmorphie, dysplasie particulière. Sur l'arthroscanner, on va objectiver des lésions cartilagineuses prédominantes sur le versant fémoral et un labrum plutôt hyperplasique et large en arrière, alors qu'il est court en avant. Alors c'est là qu'on peut s'aider de l'imagerie 3D et des reconstructions, et on va observer que sur cette hanche, on a une découverture essentiellement postéro-supérieure, et que si dans une hanche de ce type, on envisage une chirurgie osseuse stabilisatrice, si la butée est placée en avant, vraisemblablement, on risque d'aboutir à un échec, à une résorption de la butée. Donc la butée a été effectuée et placée en région externe, supéro-externe. Le résultat est très bon chez cette patiente, mais avec un résultat pour l'instant à court terme. Alors, deux autres exemples cliniques. En haut, il s'agit d'une patiente jeune, patiente de 20 ans, qui présente des douleurs mécaniques, inguinales et fessières, avec des angles de couverture normaux, à 25 degrés. Elle présente une désinsertion d'un labrum court. En première intention, on lui a fait un traitement arthroscopique avec réinsertion du labrum. L'échec a été quasi immédiat, la patiente n'a absolument pas été soulagée, et dans un second temps, j'ai suspecté une instabilité potentiellement iatrogène due à la lésion de la capsule et lui ai proposé d'effectuer une deuxième arthroscopie avec capsuloplastie. Cette intervention a été effectuée, il a été constaté une rupture itérative du labrum qui a été débridée, et la capsuloplastie a été réalisée. Malheureusement, l'échec a été également immédiat, avec des douleurs très importantes qui ont persisté. Et c'est dans ce cas de figure que j'ai proposé à la patiente de la traiter par une butée, donc 3 interventions sur une durée totale de 2 ans. Et maintenant, nous sommes à 2 ans de recul de cette intervention par butée. La patiente a un excellent résultat avec une hanche oubliée. Elle a repris des activités sportives. Elle est très satisfaite de cette intervention. Un autre cas en dessous, donc il s'agit d'une patiente de 40 ans, également présente une dysplasie limite avec des angles de 25 degrés, un labrum fissuré. Là encore, traitement arthroscopique qui a échoué, où d'emblée il était effectué une réinsertion du labrum et une capsuloplastie. Malgré tout, cela a échoué et ça a nécessité une réintervention, là encore par butée, avec un très bon résultat, mais sur un recul plus court, un recul de 6 mois. Et cette patiente conserve des douleurs postérieures malgré tout. Alors, l'idée de ces cas cliniques n'est pas de faire le procès du traitement arthroscopique. Au contraire, il y a des cas où cela fonctionne, mais les résultats sont vraisemblablement plus inconstants dans cette population. Alors,
Un dernier cas, sans doute très illustratif, c'est une patiente très jeune, 21 ans, qui m'était adressée pour un problème de kyste du labrum avec une demande de traitement arthroscopique. La patiente s'est présentée avec une IRM seule et en définitive, les clichés radiographiques standards ont montré qu'elle présentait une dysplasie relativement sévère avec une hanche très latéralisée, une couverture externe à 10 degrés et comme vous le voyez sur l'arthroscanner, une hanche dyscongruente avec une lésion de désinsertion du labrum. Alors cette patiente qui était venue pour un traitement arthroscopique est repartie avec une ostéotomie périacétabulaire et elle présente un excellent résultat, mais sur un recul encore relativement précoce de 8 mois. Alors, ça va être l'objet de la transition avec le prochain exposé que va nous faire Nicolas Verdier. Donc là, juste pour parler un petit peu de l'ostéotomie périacétabulaire et des indications dont devait surtout nous parler Xavier Fleischer. Donc, l'ostéotomie périacétabulaire, si l'on continue à effectuer des butées, trouverait volontiers sa place dans les dysplasies sévères classiques, comme ici, où vous avez une patiente de 16 ans qui présente une dysplasie antérolatérale très marquée. Effectivement, on va dire que c'est l'indication privilégiée, mais il y en a d'autres, et notamment dans les dysplasies rétroversées. Dans ce cas-là, la périacétabulaire, techniquement, va être effectuée de façon différente. Elle va être inversée, puisqu'il va falloir remettre le cotyle dans le bon sens. C'est ce que les anglo-saxons dénomment la reverse PAO, ou l'ostéotomie périacétabulaire inversée. Donc l'ostéotomie périacétabulaire a de multiples indications, pas uniquement la correction des dysplasies antérieures sévères, elle peut corriger ces anomalies de version acétabulaire, beaucoup d'autres anomalies peuvent être corrigées et la technique et les résultats va maintenant nous être exposés par Nicolas. Je vous remercie.